bien, nous allons passer à notre dernière communication. Merci beaucoup. En appelant le docteur François Simon de l'équipe ORL de Necker Enfants Malades pour nous parler de pédagogie en otologie. Et on voit que cette pédagogie dans un monde très évolutif, chirurgical très évolutif, elle est absolument essentielle. Alors, c'était le 4P, le 4e P de la médecine 4P. On a évoqué ce matin, ou tout à l'heure, la pédagogie. Merci beaucoup. Je voulais remercier donc l'Académie de chirurgie et puis la SFORL pour cette opportunité. Donc effectivement, on va basculer maintenant sur les aspects un peu pédagogiques. Donc c'est l'otologie, mais on verra que ça peut s'étendre assez. Les réflexions peuvent s'étendre aux autres surspécialités de l'ORL et puis surtout à la chirurgie au sens large. Donc effectivement, je suis PHU à l'hôpital Necker à Paris, donc en ORL pédiatrique. Donc, la pédagogie actuellement en chirurgie, elle est essentiellement basée sur le compagnonnage, comme vous le savez, et lorsqu'on peut, sur les dissections cadavériques, qui reste quand même la meilleure façon de s'entraîner avant de faire une chirurgie sur le patient. Ça a été renforcé par la HAS qui a publié il y a maintenant quelques années, donc là, jamais la première fois sur le patient. Donc vraiment cette volonté de former les gens le plus possible avant de la première fois sur le patient, quelque chose qui est compliqué à réaliser en pratique avec des effets contraires, avec une réduction du temps passé au bloc opératoire pour les internes, pour diverses raisons. On va parler des 48 heures, des repos de garde, enfin plein de bonnes raisons de ne pas être au bloc opératoire, mais qui font que le temps passé au bloc opératoire est tout de même réduit pour les internes de nos générations. Donc, quelques innovations que nous allons discuter. Donc, il y a la simulation prend une part importante avec la simulation à la fois virtuelle et également simulation sur mannequin ou maintenant impression 3D dont nous avons parlé. Et également les vidéos pédagogiques avec un enseignement et au sens plus large, un mode de consommation de la vidéo dans la vie globale, hein, même en dehors de la chirurgie, qui devient prépondérante. Donc, la simulation virtuelle, en otologie, c'est surtout pour la chirurgie du rocher dont on a parlé auparavant avec le fraisage du rocher. Donc, on a différents systèmes. Ça, c'est l'un des systèmes les plus aboutis. On a des systèmes haptiques, en fait, qui ont un retour de force et qui permettent de manipuler à deux mains, donc soit le fraisage d'un côté et puis l'aspiration de l'autre, avec un système, un scénario, en fait, qui est proposé par le logiciel pour faire telle ou telle tâche chirurgicale. Donc, il y a plusieurs systèmes, hein. Il y en a même un qui est gratuit, donc qui ressemble à ça. Donc, ça a deux intérêts. C'est d'une part, ça permet de naviguer au sein du rocher. Donc, il y a un intérêt net anatomique, de pouvoir visualiser en 3 dimensions les choses. On peut enlever certaines couches, on peut enlever certaines structures nobles. En otologie, il y a quand même beaucoup de structures nobles qui sont imbriquées les unes aux autres avec un réel apprentissage en 3 dimensions qui est long à acquérir pour les internes. Et après, avec ça, un outil haptique dont j'ai parlé précédemment, on peut fraiser le rocher. Donc, les avantages sont, donc je dis l'anatomie, le coût, il y a un coût initial à l'investissement, mais qui après est rentabilisé, parce qu'il n'y a pas de consommable, on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut. Le souci, ça reste essentiellement quand même le réalisme, hein, même si on voit que c'est quand même assez représentatif d'anatomie, il faut quand même se projeter un peu pour penser qu'on est vraiment sur un sujet. Et donc, il y a un problème de réalisme en termes d'apprentissage, mais aussi un problème de réalisme en termes de sérieux. Et on voit que si l'encadrement de l'interne n'est pas très strict, très vite, on va faire des choses qui ne sont pas réalisables chez le patient, on va aller vite, on va blesser des structures sans vraiment de crainte. Donc l'encadrement, et donc en fait, du coup, c'est très, très chronophage. Il faut prendre beaucoup de temps en fait avec les internes pour les encadrer et vraiment suivre précisément ce qu'ils font. L'impression 3D, ça par contre, c'est très intéressant. Il y a de nombreuses avancées technologiques actuellement. Donc là, je fais un focus sur l'aspect pédagogique, hein, on n'est pas dans les problématiques de l'utilisation sur le patient. Là, c'est vraiment hors du bloc opératoire. En termes de contraintes réglementaires, c'est beaucoup plus simple.
Donc, plusieurs technologies. Pour l'autologie et puis même pour l'endonasal, ce qui est assez pratique, c'est qu'on a beaucoup de structures dures. Et donc, les structures dures, on a su les imprimer depuis déjà il y a plusieurs années avec les impressions 3D. FDM, c'est la technologie la moins chère et la plus simple actuellement, avec une bobine de résine qui est fondue et réimprimée par la machine. Donc, on voit que c'est pas mal pour donner un objet visuellement agréable, mais en termes de réalisme chirurgical, on est quand même très loin de quelque chose d'utile. Après, il y a la stéréolithographie qui permet de réaliser des formes plus complexes, mais on reste sur quelque chose de monomatière et donc également en termes de chirurgie pédagogique, en tout cas, on est quand même très, très limité. Enfin, il y a des nouvelles technologies. Donc, quand je dis nouvelles, ça fait à peu près 5 ans que c'est vraiment utilisé de façon intensive. La technologie est plus ancienne, mais elle est vraiment d'année en année, en fait, il y a des rajouts à la fois en termes de hardware, donc l'imprimante qui va être évolutive, mais également en termes de software, c'est-à-dire que les industriels proposent des mises à jour technologiques du logiciel d'impression qui permet de progresser dans le produit final. Donc, le désavantage, c'est que ça coûte très cher, mais on peut imprimer en multimatière. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant pour les modèles pédagogiques et avec une précision vraiment très importante. Donc, quelques points là-dessus. Le premier point, c'est comme on a discuté auparavant, il faut que le chirurgien soit au centre du projet et on n'est pas du tout formé à être ingénieur. On n'a pas des connaissances, surtout pour ces imprimantes qui sont très, très technologiques et très, très complexes, même pour les ingénieurs spécialisés. Il y a des ingénieurs qui sont spécialisés sur telle ou telle machine, avec tel ou tel projet d'impression. Et donc, il faut une réelle collaboration. Il faut avoir idéalement un binôme, parce qu'après, quand il y a trop de personnes, c'est assez compliqué à gérer, un binôme entre un chirurgien qui a la connaissance de la problématique, j'aimerais enseigner tel sujet, qui a la connaissance de l'application et aussi des personnes qu'on va chercher à former. Est-ce qu'on veut former des internes, des chirurgiens expérimentés à telle ou telle problématique, et l'ingénieur qui va pouvoir traduire ces problématiques en impression 3D, dire que telle ou telle chose est faisable, quelles sont les limites technologiques et comment le mettre en place. Ce qui est très intéressant par rapport au cadavre, c'est qu'on va pouvoir imprimer la pathologie. Le cadavre, quand on va au Fer Moulin, typiquement à Paris ou dans n'importe quel laboratoire d'anatomie, évidemment, en termes de réalisme, c'est extraordinaire, mais on a la plupart du temps un patient sain. Et si on tombe sur une pathologie, ça arrive en chirurgie de l'oreille, qu'on tombe sur une perforation ou sur une maladie quelconque par hasard, c'est rarement applicable au projet pédagogique du cours et souvent, ça apporte une difficulté pédagogique plutôt qu'autre chose. On a également des variants anatomiques un peu particuliers qui peuvent être intéressants sur un projet particulier, mais qui sont rarement anticipables et donc on les découvre au fur et à mesure et pareil, ça va plutôt impacter le projet pédagogique que l'enrichir. Donc, il y a plusieurs process. Le premier procédé, ça va être évidemment de faire une simulation à partir d'un scanner ou d'une IRM en fonction de l'examen qui va le mieux modéliser la structure qu'on souhaite imprimer. Donc, il faut la reproduire dans un logiciel avec plusieurs étapes de reconstruction, de resimplification pour pouvoir après créer un fichier d'impression. Après, voilà, pardon, ça a disparu. Bon, excusez-moi, ça disparaît, mais en gros, là, c'était un simulateur de texture et de couleur. On va pouvoir choisir avec l'ingénieur, justement, est-ce que cette texture chirurgicale, j'ai envie de lui donner une certaine élasticité, une certaine souplesse ou une certaine dureté. Et après, on a le post-impression. C'est-à-dire que pour être imprimé, il y a un tissu de support qui est imprimé autour du simulateur pour permettre à l'impression 3D d'imprimer en 3 dimensions. Et quand on fait des choses très subtiles, et notamment en otologie, on imprime des osselets qui sont mobiles, il faut être capable de nettoyer ce support d'impression. Et donc ça doit être pris en compte dans la façon dont on va imaginer le simulateur, parce qu'il faut pouvoir le nettoyer correctement sans le détériorer. Donc, je vais vous présenter 2 simulateurs que nous avons créés récemment avec cette startup-là. Un premier qui était donc un financement ARS dont l'objectif initial était plutôt pour le 2e cycle, pour l'apprentissage de l'autoscopie, mais qu'on élargit aussi au 3e cycle pour l'apprentissage de la pose d'aérateur transtympanique, qui est un geste extrêmement courant, mais où il y a vraiment une cour d'apprentissage, on voit chaque semestre avec les internes.
Et donc là, ce qui est très intéressant avec l'impression 3D également, c'est de pouvoir recourir à des cartouches. Et donc, on va avoir un modèle de l'os temporal qui est global et qui, lui, va être réutilisable et à insérer à l'intérieur des cartouches qui peuvent être soit utilisées comme consommables, notamment pour les procédures chirurgicales comme l'aérateur transtympanique. Une fois qu'on a fait l'incision dans le tympan, on va jeter cette partie consommable et mettre une nouvelle cartouche à l'intérieur, ou également pour la partie otoscopique, d'avoir des variations anatomiques. Et donc là, on a, à partir d'un même modèle d'os temporal, plusieurs cartouches avec différents types de tympans où on va pouvoir les interchanger et pas avoir X modèles, mais on va avoir un seul modèle et avec plusieurs cartouches et des variants anatomiques. Donc là, c'est un exemple. Hein. Donc on voit que l'os temporal, voilà. Ah, la vidéo est... Bon, c'est pas grave. On voit très bien sur l'image, en tout cas, qu'on a un os temporal sur lequel on va insérer ici le tympan qu'on souhaite montrer à ce moment-là, ou bien un tympan normal pour faire un pose d'aérateur transtympanique. Et donc ça doit être pensé évidemment en amont pour essayer de trouver la chose à la fois la plus robuste, la plus pratique, et comment découper le système d'impression pour également ne pas détériorer le modèle. Donc ça peut être utilisé à plein de niveaux, hein. Ça peut être utilisé à l'échelle du service, mais également à l'échelle nationale ou à l'échelle de la faculté pour les enseignements. Là, je parle des ECOS, hein, c'est le nouveau système de notation des étudiants à la fac, où on met des cas cliniques, des cas pratiques, pardon, et on va pouvoir utiliser ces systèmes d'impression 3D pour enrichir le cas pratique. C'est pareil, on ne va pas pouvoir faire venir un patient qui a une otite moyenne aiguë, hein, ça c'est évidemment, on va utiliser soit une photo, mais c'est pas très réaliste, ou un système d'autoscopie comme celui-ci. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie et qu'on cherche à valider après. Là, un deuxième modèle qui est plutôt chirurgical, où on va avoir une technique d'auto-endoscopie. Donc, on a parlé un petit peu avec le robot, mais on peut faire de l'auto-endoscopie manuelle également, où on va avoir, dans ce cas-là, l'oreille. On va pouvoir rentrer dans l'oreille. Et donc là, on voit la démarcation. C'est la démarcation entre la cartouche qui est réutilisable et l'os temporal qui va être, lui, quelque chose qu'on va réutiliser plusieurs fois et qu'on va pouvoir éviter de remplacer entre eux. Donc, ça permet de diminuer les coûts parce qu'on ne va pas acheter autant du simulateur et également de diminuer la place nécessaire pour ces différents simulateurs. Donc là, on voit l'intérêt du multi-tissu, puisque là, on a un simulateur qui a permis d'imprimer la peau qu'on va décoller du conduit comme lors d'une chirurgie traditionnelle. Donc, ça ressemble à ça ressemble un peu au système d'autoscopie avec un système de cartouches qu'on va insérer. On peut augmenter encore le réalisme en rajoutant du faux sang. Donc là, c'est rouge parce qu'on a rajouté du faux sang. En chirurgie otologique, le sang, c'est un enjeu, et plus particulièrement en auto-endoscopie, puisqu'on a souvent une aspiration en moins. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Et on peut augmenter la difficulté du simulateur en rajoutant plus ou moins de sang. Donc là, on a vraiment cet aspect multimatériaux avec des tissus mous, un lambeau qu'on va pouvoir surélever. J'avance un petit peu et rentrer à l'intérieur de l'oreille où là, on va tomber sur des osselets qui vont être mobiles et donc on a un risque chirurgical de luxer les osselets, de faire une erreur chirurgicale et on va pouvoir faire toute cette simulation en amont avant que l'interne fasse sa première fois sur le patient. Ensuite, un autre outil qui est très intéressant et on va voir qu'on peut combiner avec la simulation, c'est les vidéos pédagogiques. Donc, ce qui est très clair, il y a beaucoup d'études sur le sujet dans toutes les spécialités. Les jeunes internes de nos jours et les jeunes étudiants en médecine utilisent la vidéo sur Internet, la vidéo gratuite d'accès, donc en grande majorité YouTube, comme un système d'auto-formation, soit en complément de la formation initiale, soit même à la place de la formation initiale. Et donc ça, c'est un état de fait, donc on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est comme ça. Et donc, la meilleure façon, c'est d'utiliser cet outil pour augmenter notre façon d'enseigner la chirurgie aux étudiants. Donc, c'est quelque chose qu'on mène au sein du Collège français d'ORL et également à l'échelle du service. On a une chaîne YouTube à visée pédagogique. Donc, je tiens vraiment à bien dissocier les choses parce qu'on a évidemment plein de vidéos chirurgicales sur Internet qui ne sont absolument pas commentées et qui ne sont pas retravaillées sur le plan pédagogique. Il ne s'agit pas de faire de l'autopromotion, mais ça peut être des chirurgies très simples avec un temps d'édition qui peut être assez long
pour essayer de cibler, faire des colorations pour identifier les structures anatomiques et surtout apporter une narration en plus pour que la personne soit accompagnée lorsqu'elle voit la chirurgie. Donc, on a plusieurs intérêts. Un premier intérêt, c'est par exemple une vidéo anatomique. Donc, on avait fait ça dans le cadre d'une thèse de médecine. On avait utilisé cet outil vidéo pour enseigner l'anatomie de l'oreille moyenne. Donc, on est en complément de schéma potentiellement, mais là, on a vraiment l'aspect réaliste de l'anatomie, chose qu'on a validée avec les étudiants en ORL d'Île-de-France. On a des techniques chirurgicales. Là, c'était pour l'otologie, une autre thèse où on avait fait des chirurgies très courtes de 3 minutes sur des étapes clés de la chirurgie tympanique, avec, pareil, des choses commentées, des arrêts sur image, des flèches, des schémas, des choses qui sont surajoutées pour vraiment accompagner l'étudiant. Et enfin, même de façon plus globale, pour une chirurgie qui va être plus longue, de 3 heures, 4 heures, la réduire en étapes clés pour expliquer la stratégie chirurgicale. On va faire moins d'arrêts sur image sur la technique elle-même, et plutôt sur la stratégie dans cette procédure chirurgicale. Enfin, un dernier point qui est très important, où on est un petit peu en retard sur nos confrères nord-américains, notamment au Canada, c'est l'évaluation des compétences techniques. Et donc, c'est très important et ça va avec le reste, parce qu'on peut évaluer la compétence technique sur le simulateur, également sur le patient. Et ça, c'est important pour rendre les simulations sérieuses. Il y a toujours un aspect ludique, les internes sont toujours ravis d'avoir un truc imprimé en 3D, ils sont toujours très friands de ça, mais c'est important de le faire sérieusement, c'est quelque chose qui demande du temps en termes d'évaluateur, c'est quelque chose qui a un coût, et donc il faut absolument que ce soit fait sérieusement avec des objectifs pédagogiques clairement édictés. Et donc ça, actuellement avec le Collège français d'ORL, on est également en train d'éditer un score de compétences avec des procédures Delphi, donc avec une participation nationale pour essayer d'être au-delà d'écoles de pensée locales, qu'on aura toujours des façons de faire différentes d'une ville à une autre. Donc d'avoir quelque chose qui est au-delà des écoles, qui permettent d'être un guide pédagogique lors de la réalisation des simulations et également sur le patient, vérifier que l'interne ait bien compris certaines choses. Et si quelque chose n'est pas compris, par exemple, lui proposer de rebasculer sur le simulateur. Donc, c'est un groupe de travail qu'on a mis en place il y a à peu près 1 an maintenant avec le Collège français d'ORL. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, puisque vous savez, dans chacune des spécialités, la simulation prend une place très importante au niveau des instances nationales. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut nous-mêmes anticiper et commencer à mettre en place avant que ça nous soit imposé. Donc, pour conclure, clairement, rien ne remplace l'expérience au bloc, mais on a une problématique d'optimisation de ce temps opératoire. La même chose pour le cadavre, rien ne remplace le cadavre pour l'instant. L'impression 3D n'est pas aussi parfaite que le cadavre. Mais on a un problème d'accès au sujet cadavérique, et donc c'est pareil, il faut essayer d'optimiser ce temps-là. Pas que ce soit une découverte, ah tiens, qu'est-ce que c'est il faut avoir fait un travail pédagogique sur le au cadavre. C'est quelque chose qui est en place au niveau avec la création depuis maintenant 2-3 mois d'une plateforme d'impression 3D à l'échelle de l'APHP, donc, duquel je suis en charge de l'aspect pédagogique, avec une volonté de faire une collaboration avec la nouvelle école de chirurgie de l'APHP qui est en cours de formation, avec cette volonté vraiment d'amener dans un même endroit les différents supports de formation et pouvoir faire un suivi vraiment adapté à un projet pédagogique particulier. Donc ça, c'est vraiment la clé du succès. Donc on voit que au fur et à mesure de l'évolution, on peut imaginer quelque chose de linéaire. On commencerait par une vidéo pédagogique pour montrer la technique, discuter la technique, reconnaître l'anatomie, reconnaître les instruments. Après, une étape sur simulation pour essayer d'apporter un aspect technique et pratique à ce qu'on a vu en vidéo. Après, un temps de dissection cadavérique pour essayer d'avoir vraiment le meilleur retour tissu, le meilleur retour qualité par rapport à un vrai patient. Et enfin, le compagnonnage.
Mais en fait, chacune de ces choses doit être évaluée et on peut faire des allers-retours. Ce n'est pas du tout quelque chose qui doit forcément être linéaire et on peut faire en parallèle et après faire des focus, en particulier sur un aspect vidéo, un aspect de simulation. Là, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Il y a sûrement des questions dans la salle. Moi, je vous suggère éventuellement de contacter le bibliothécaire, les bibliothécaires de notre académie, en particulier Guillaume Pourchet, qui veut constituer une vidéothèque high-tech nouvelle, qui sera une ressource importante de l'académie. Vous avez manifestement dans votre spécialité une banque de vidéos extrêmement riche, d'accès libre et gratuit. Il faut la faire connaître, il faut la diffuser. C'est peut-être par le canal de l'académie, ça pourrait être intéressant. Avec plaisir. Peut-être que notre secrétaire perpétuel. Est-ce que dans votre spécialité, il y a pour l'interne un logbook? Ça existe ou ça n'existe pas encore? Ça n'existe pas encore. Nous avons également, j'en ai pas parlé, mais une initiative sur… il y a un aspect pratique, en fait. Le logbook, c'est quelque chose qui est génial en théorie, mais un aspect pratique, encore une fois, de temps à passer pour suivre, que ce soit fait correctement et avec un objectif de feedback également. On est avec Montpellier qui a fait une appel à projet là-dessus et Nancy dans des étapes un peu finales de création d'une application smartphone qui permettrait de faire un suivi par le logbook. Et puis, il y a également des initiatives nationales, mais bon, qui tardent un petit peu à voir le jour. On avait fait tout de même un embryon de logbook, mais il est parti aux oubliettes. Plus personne ne l'a utilisé, c'est tout. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on en parle. Oui, voilà, le logbook, ça fait 20 ans qu'on en parle, notamment je pense que même tout le monde européenne, et finalement, on n'a jamais en ORL, en tout cas, embrayé là-dessus. Et on n'a jamais… Parce que le logbook, vous vous souvenez, c'est en première année, on fait ça, en deuxième année, on fait ça, en troisième année, on fait ça. Et à Paris, en tout cas, on a toujours été dans une logique que l'interne, il se forme vraiment au fur et à mesure. Alors, tu as bien dit, cette problématique qui est en train de changer sur le compagnonnage, c'est sur le patient, etc. Non, ça ne c'est plus sur le patient. Et alors, effectivement, un point clé, c'est l'accès au cadavre qui est de plus en plus difficile, quoi. Non, moi, je crois que la raison, c'est que Paris, la formation de l'interne est très différente de celle que l'on voit dans les autres CHU. Nous, on a un interne pendant 6 mois et c'est terminé. On ne le revoit plus après. Donc, la seule personne, c'est le coordonnateur du DES, mais il est loin, il a trop d'internes et il ne peut pas gérer cela. Tous mes amis qui étaient en province décrivaient le parcours de leur interne. Et là, on peut concevoir qu'il y a le book. Chez nous, c'est impossible. C'est ce qu'on devrait appeler le suivi personnalisé des internes. Oui, mais à Paris, on ne peut pas. On ne peut pas. À ma connaissance, il n'y a pas non plus de… Les plateformes pour avoir finalement des référentiels de formation sur Internet, etc., on peut peut-être. Oui, c'est aussi con qu'actuellement, là, je dois avoir la commission de régularisation demain, alors des médecins, oui, où on me balance tous les comptes rendus opératoires de ces gens qui ont des parcours que personne ne ne dit jamais combien de temps ils sont restés à l'hôpital et s'ils sont dans les délais habituels, ce qui est la seule chose qui nous intéresse. Bien sûr. Je disais, à ma connaissance, il n'y a pas non plus en province de système de logbook en ORL, en tout cas efficace. Hein, oui, je ne sais pas s'il y en a en ORL, il y a quelques disciplines qui l'ont développé. Il y a surtout des associations, des jeunes chirurgiens qui travaillent parallèlement et qui ont des systèmes de formation qui sont très évolués avec une plateforme personnelle, etc., en tout cas en gynéco, avec des relations internationales, européennes, internationales, etc. Je crois je trouve formidable ces modèles-là imprimés, mais la remarque globale, c'est qu'on doit reconnaître, c'est ce retard gigantesque qu'on a dans la formation, et quand dans toutes les enquêtes qui sont faites sur les internes, c'est très impressionnant parce que même si les maquettes sont faites, ils considèrent que, enfin, quand on a vu, il y a une réponse sur leur grande enquête, en tout cas où il y a eu 800 ou 900 réponses sur 1500, non 1300, je veux dire qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas d'accès à la simulation, qu'ils n'ont pas d'accès, etc. Et quand on a fait le tour des écoles avec l'Académie de chirurgie,
On voit qu'il y a beaucoup d'enseignants, sûrement comme vous, qui font énormément d'efforts avec des projets pédagogiques extrêmement intéressants. Il y a un temps d'accès à la formation, aux simulateurs, etc., qui sont tout à fait insuffisants. Et quand on interroge les doyens, c'est on n'a pas les moyens, il n'y a pas de temps, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc la chose surtout la plus importante, c'est on revient, c'est que on ne peut pas faire de formation et juger une formation, c'est fondamental, sans évaluation, ce que vous avez mis à la fin. On a 20 ans de retard sur l'évaluation, et puis il y a l'évaluation des enseignants. Je veux dire, c'est un peu nous ce qu'on a, un des défauts incroyables, je ne sais pas, ceux qui sont allés aux États-Unis, etc. Je veux dire, quand vous êtes résident, vous jugez votre senior résidente et sa carrière dépend. Jean-Claude, l'évaluation des enseignants, elle est systématique, du moins dans la faculté de médecine. Pétrière ou celle-ci, c'est pas les étudiants, c'est les étudiants. L'évaluation par les étudiants. Moi, je dirige des d'université. À chaque cours, il y a une fiche de notation qui est demandée par le doyen et il faut absolument que les fiches d'évaluation par les étudiants soient remplies. Et on évalue vraiment la qualité. Enfin, les étudiants sont sollicités pour savoir si l'enseignant était complètement à côté de la plaque, s'il leur a dit des choses intéressantes, s'ils applaudissent, etc. Donc, c'est réel, hein. L'évaluation, elle est obligatoire. Alors, moi, je veux dire aussi une chose sur la chance qu'on a ici à Paris, avec l'amphithéâtre avec le fer à moulin, où finalement des cours systématiques faits par des enseignants des différentes spécialités sont faits, notamment nous en ORL, on a des modules de DES qui sont faits systématiquement 3 ou 4 fois par an, auxquels on participe tous les uns et les autres, où on passe en revue l'ensemble des aspects de la chirurgie, et où il y a un accès quand même très, je dirais, réglementé et en même temps très, très positif au cadavre, quoi. Enfin, c'est une grande chance qu'on a ici, qu'on n'a pas partout. C'est bien encadré alors. En tous les cas, merci beaucoup et on remercie la SFE-ORL de sa très belle réunion. Merci. Quelques mots de conclusion. Quelques mots de conclusion. Donc, vous avez vu 5 jeunes représentatifs de tous les bons jeunes qui font l'ORL dans sa diversité. Je les remercie beaucoup, vraiment. Hein, vous avez montré un bel aspect de tout ce que l'on fait. Et donc, vous aurez sûrement l'occasion de revenir dans cette belle académie. À bientôt.